bienvenue à la récré. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, venez avec des cadeaux, des livres, c'est important, frère. C'est important. J'ai jamais aimé, je vais lire. Voilà, merci en tout cas. T'es un bon. Voilà, parce que les gens, ils viennent à écrire, les mains vides. Ramenez des bails, les gars, wesh. Donnez-nous des CD, des Ah livres. oui, ramenez des bails. Barberie, je bien quoi. Ça va, j'ai volé 3 livres là. Ah, t'en as pris 3, toi, carrément. Ah, ouais. Personne ne les a pris. Ah, ouais. Frérot, t'es là, t'es de l'autre côté de la table. Celui-là, il est déjà pris. Ah, fort. Ah, ok. Non, il s'arrête, c'est bon pour moi. Celui-là Oui, s'il te plaît. Vas-y, c'est bon. Merci, le soir. Tu vois, on se distribue. Voilà, c'est ça, c'est la récré, les gars. Non, en tout cas, merci. Voilà, t'es un bon gars. Avec plaisir. Non, merci. Ouais. Mécolo, quel bail? Bah écoute, ça va très bien, les cheveux sont verts, donc tout va bien. Et je voudrais passer un petit shout-out à Zequin, futur, déjà rappeur, jeune rappeur, qui regarde la récré, donc big up à toi, on s'était croisés dans le RER A, c'est précis, à la station La Défense. Donc voilà, t'avais dit que tu regardais la récré, donc on te big up, on te souhaite la meilleure carrière. Je sais que en théorie même je sais que tu vas être en feat sur le prochain projet de la FEV normalement. Donc voilà, tout se passe bien, ça continue et continuez de regarder la récré, jeunes, vieux, enfants, femmes, voilà, regardez. C'est lourd, tu vois, elle donne beaucoup d'amour. Après, tu dis t'as des haters. T'as pas de haters, t'as beaucoup d'amour, toi. Ah, moi j'ai de l'amour pour ceux qui en ont. Ouais, ça, c'est normal, ça. Belle réponse. Amy. Eh ben, ça va super bien. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me parlent de la récré aussi, donc qui vous font un gros big up. Donc voilà, je les salue aussi. C'est lourd, c'est lourd. Big up à vous, là, les gars. Quoi, ok, bye. Gros, bah, toujours là. On est là, ça bosse. SO a toujours les gens qui m'ont amené ici, Juliette, tout ça. Et vous, évidemment, Rizwan. Bon, ensemble. VPR. Juliette, légende urbaine. Oui, c'est La grande sœur. Ouais. C'est ça. Les bails, Ah. les airs, John, on dit Mangop à Mongo, on dit Flocop à Floco. J'en place une pour Denzo qui a sorti un clip Mes choix. C'est un mec de Grigny. Toi t'es autant chauvin avec les mecs de Grigny que moi je le suis avec les Camerounais en général. J'adore ça. Grigny est un pays. Un pays antillais, congolais, malien, sénégalais. En tout cas. Vous connaissez. Faut voir la gare. Hein. Moi j'ai grandi dans le quartier des Antillais. Tu comprends. Donc, j'ai tout mangé. Je la connais. Du coup, les invités, Alexis Onesta. Bonjour. C'est moi. On va essayer de te présenter quand même. Entrepreneur, multi-entrepreneur même, à la tête de pas mal de structures et dont le dernier défi est de globaliser le savoir via des traductions de livres américains. Et dont le dernier sorti est celui de 50 Cent. Comment réussir, échouer et tout reconstruire. Et on a aussi bossé avec, vous l'avez montré, Issa Rae, Rick Ross, Taraji P. Henson et Common. Voilà. Ça tue. Pour ne citer que. Hein, Oui. C'est des petits noms. Hein, Et puis, il y a des trucs qu'on ne dit pas, mais quand même, tu es le créateur de la hip-hop love soul. Oui, pour oui, les anciens que nous sommes, c'était très important de nous faire danser sur du rap. Et C'est ça. voilà, ce monsieur l'a fait. Et t'as une très belle voix de radio, ce qui n'a rien à voir. On a hâte que tu fasses un podcast là, franchement. Super bien reçu, c'est beau. Josué. Ah non, j'ai dit créateur de la hip-hop Love Soul, c'est-à-dire, est-ce que je connais La hip-hop love soul, c'était des soirées. Ah, c'est toi Exactement. Ouais. Il y a de ça dans une autre vie, il y a de ça une bonne 10-15 ans. On a créé Hip Hop Love Soul avec Didier Picken, qui est toujours à la tête de Make It Clap et qui fait encore des soirées et des concerts extraordinaires. Et on a créé Hip Hop Love Soul dans ma vingtaine. Ça a duré. Enfin, moi en tout cas, j'ai bossé une bonne dizaine d'années. Et on a fait le Bataclan, l'Élysée-Montmartre, la Machine du Moulin Rouge, le Mix. On en a fait en Guadeloupe, on en a fait en Allemagne. C'était vraiment une aventure assez incroyable. Des soirées, t'as peur, comment dire aujourd'hui. Des soirées, t'as peur. Non, sérieusement, on dansait pas sur du rap avant Ah non, qu'il y ait ça. c'était assez Donc, fou. Et surtout, c'était assez fou d'amener ce genre de soirée dans des salles de concert. On a été vraiment les premiers à faire ça. Parce qu'on était à la Seine-Bastille, devenue le Badaboum à la base, et on voulait garder cet état d'esprit un peu rustique. Donc on est passé à l'Élysée-Montmartre, et puis après la suite, tu l'as vécu avec nous. Ça y est. Exactement. La J'ai suite envie appartient à d'écouter l'histoire. J'ai envie d'écouter le podcast où tu racontes l'histoire, c'est bon, c'est officiel.
Ok. Oh, c'est la lumière, y a rien. Là, on se croyait sur Starting Block. Bon, quand même. Du coup, désolé. Mais Josué Bananier, je suis cofondateur donc de la plateforme REQ, qui est donc une plateforme de réservation studio d'enregistrement. On aime bien dire que c'est le Airbnb des studios, donc c'est ça. C'est important. Oui. Cette plateforme est importante. Bon, on a plus de 500 studios maintenant de référenciés sur toute la France, donc voilà, c'est pour la première plateforme où on aide justement les artistes à pouvoir réserver des séances d'enregistrement. On a aussi dans l'équipe, puisqu'on est dans la tech, dans la musique, mais dans la musique tech aussi, on est en train de travailler sur un projet pour pouvoir accompagner les labels dans la gestion de projet et dans le fait de pouvoir avoir accès aux subventions. Donc ça s'appelle le MPM, et à côté on fait du label services. Donc on a de l'argent là-dedans, parce que tout le monde se met là-dedans, j'ai remarqué. Ouais. Ah bah écoute, Tu passes avec Exxon? Not yet, mais force à lui. déjà on travaille sur la partie technique de la solution, et ensuite on va commencer à agréger des gens dessus. Tu vois, quand tu l'as dit, il y a de l'argent dedans, il a dit. Tu fais ça. Tranquille. Donc voilà, et puis la partie label services pour l'accompagnement donc des labels, hein, des artistes sur tout plein de services dans la musique. Voilà. Donc tu fais pas partie du collectif Starting Block? Non. Juste ça comme ça. Il y a Starting Block et Starting Block. Bon, bref, le sujet du jour. Le succès a-t-il un prix? Oui. Oui, voilà. Oui. Merci, au revoir. Alors ouais, après on peut nuancer. Désolée, hein, moi j'essuie les plâtres, c'est mon rôle ici, donc je vais le remplir. Bien sûr, oui, ça a un prix. Après, il y a ce qu'on appelle succès. Il y a plusieurs échelles dans le succès. Déjà, quand juste tu peux vivre de ce que tu aimes, c'est déjà un succès en soi, parce qu'on a peut-être tendance à avoir le succès un peu dans cette vision très états-unienne et pas américaine, parce que l'Amérique c'est un continent, hein, je dis bien états-unienne du truc, où on se dit le succès c'est d'avoir une grosse baraque à Los Angeles en vrai. Mais je pense pas. Je pense que aujourd'hui, même à notre humble niveau, par exemple, moi je pense que la récré a du succès. Ouais. Cela dit, si vous avez une baraque à Los Angeles à dépanner, invitez-nous, voilà. On vient. Non, mais après c'est que il y a différentes. Pour moi, dans le succès, il y a différentes échelles. Mais oui, après les gros succès, quand même, ça a un prix. Tout simplement parce que, une fois, parce que juste une petite anecdote comme ça. Je pense que la personne dont je vais raconter cette histoire ne m'en voudra pas. C'est Driver. Voilà, qu'on connaît bien ici. Et on était dans une soirée et il y a quelqu'un qui vient, sans doute très aviné, comme on dirait en français, qui vient prendre une photo avec lui, mais sans lui dire bonjour, rien du tout, pas de ça va, qui prend sa photo et se barre. Je lui dis, mais tu te rends compte, Driver et tout? Il dit, ouais, mais en gros, mon corps ne m'appartient plus. Ouais, donc il y a ça aussi, ça peut être un revers du succès. Et par exemple, Jul dans un morceau en parlait, parce que voilà, il disait qu'il ne peut juste pas sortir de chez lui en fait, ne peut pas aller faire les courses, faire des trucs tout simples. Donc oui, le succès selon les échelles, oui, ça a un prix, oui. Après voilà, c'est est-ce que ce que les artistes par exemple ou hors artistes, est-ce que on est prêt à accepter à payer certains prix en fait, parce qu'on n'a rien sans rien. Après si on choisit d'avoir le succès, moi je suis pas d'accord forcément avec choisir c'est renoncer. Pour moi choisir c'est assumer les conséquences qui viennent après. Moi je dirais oh que oui. Ok oui, ouais, ça c'est bonne nouvelle. Vous connaissez Noui, maintenant c'est ok oui. Il a un prix, le prix de la com, le prix en tout cas pour les artistes, hein, le prix du matraquage radio, jadis Skyrock, tu vois. C'était indispensable, il fallait faire un Planète Rap pour avoir un écho. Jadis aussi, il y avait le prix du street market, tu vois, avec les stickers, tout ça. Bon, jadis, dans une ancienne vie, j'ai collé des stickers, mais fait courser aussi c'est vrai par des agents de la police. Dédicace à Diffus, tu vois. Oui, jadis, quand Moi aussi, c'était une drôle d'époque. Hein. On se faisait courser parce qu'on distribuait des papiers, c'était assez... C'était quelque chose, c'était assez particulier. C'est quelque chose, hein. Et du coup, bah voilà, il y a aussi le fait d'un moment donné d'acheter du market et en contrepartie, même si c'est pas forcément dit comme ça, mais t'as une rotation dans des grosses radios. Jadis aussi, enfin... On parle de succès pécunier. Ok, moi j'étais sur le succès dans sa vision philosophique de toute manière, dans tous les cas, on fait de la musique. Si on veut pas faire de la musique pour que les gens l'écoutent, on fait de la musique dans notre chambre. Et le succès, c'est à l'échelle de est-ce que je suis content de ce que j'ai fait.
quand tu passes une échelle au-dessus, ensuite, tu sais qu'il faut investir une part de ne serait-ce que du temps, mais même si tu veux juste être content de ta musique dans ta chambre, il faut investir au moins du temps. C'est déjà un prix. Ouais, c'est là où tu as raison. Si je termine vite fait, il y Pardon. avait la tournée des quintettes, tu vois, du quintet de l'époque, Bouscapé, Rappellit, Rap Punchline, Yard, Skyrock. Et il y a aussi le fait aujourd'hui de sponsoriser des réseaux sociaux, Snap, TikTok, Insta, YouTube. Il y a les tournées aussi des nouveaux médias, en fait, des médias qui viennent d'émerger il y a peu, tu vois. We Hustle, il est tendance de se livrer aujourd'hui, tu vois, notamment chez We Hustle. Et puis, le quintet d'aujourd'hui... Je sais pas si c'est tendance. Hein. Il y avait Michel Drucker déjà, ça se faisait. C'est un truc qu'on a repris pour nous dans le rap, mais je sais pas si c'est... Non, mais les rappeurs. Ouais, oui. Il y a des interviews d'une heure. Ouais, mais ça se livrait pas. mais rarement aussi profond et rarement aussi entre guillemets sincère. Parce que là, il parlait Voilà. de projet. C'est la Voilà, effectivement. C'est vrai. Puis là, entre-temps, dans le quintet, on va dire, c'est rajouté un média aussi comme DVM Corp. Oui, s'ils font les freestyles, là, ils vont prendre Planète Rap. Voilà. Et avant ça, ils étaient plus sur Twitch. Ouais. Et du coup, ils faisaient des interviews mais en mode, vas-y, freestyle, on est posé. Enfin, Rof, il arrive, il se pose et il se raconte, tu vois. Et puis voilà, je dis qu'il a un prix, mais voilà, moi je parle plus du prix en termes pécuniers. Ouais. Dans Les gens urbaines, on se livre aussi, pardon. Vas-y, poursuis. Ouais. Les gens urbaines aussi, excuse-moi. Je peux dire que j'ai lancé une agence marketing digital dernièrement qui s'appelle Statistics et ouais, clairement aujourd'hui en fait c'est devenu obligatoire. C'est-à-dire que si tu veux, t'as beau avoir le beau clip, t'as beau avoir tout ce qu'il faut, t'as beau avoir même limite le buzz qu'il faut au moment où il faut, comme tout le monde a commencé à mettre de l'argent sur Google, sur les différents réseaux, sur le Meta, sur Facebook, sur etc. Au final, t'es obligé, ne serait-ce que pour te faire voir, d'investir de l'argent dans ce genre d'opération. Et c'est même pas... Enfin, ce qui était avant mis en place par des gros labels pour justement maintenir ce statut de, entre guillemets, d'élite. Aujourd'hui, le moindre artiste, même si c'est pour mettre 100 € ou 50 €, t'es obligé de passer par là. Parce que tu vas avoir de la chance d'avoir un coup de buzz un jour sur un clip parce qu'il y a différents paramètres qui vont s'aligner. Mais ça arrive qu'une ou deux fois maximum, quoi. Donc, tu es obligé de maintenir ce genre de choses en termes pécuniaires. Ouais. Surtout si tu veux être dans la longueur, dans la durée au niveau de ta carrière. Et même pour débuter ta carrière, faut passer par là parce qu'en fait, la crédibilité du contenu que tu vas créer va passer par le nombre de vues, par le nombre d'écoutes, par ce genre de choses. Et donc, ce sont des stats, ce sont des données que beaucoup de personnes regardent aujourd'hui, des fois même avant même d'écouter réellement la qualité du produit qui a été produit. Et même au-delà de ça, le statut d'artiste, il a changé, comme le football. Tu peux plus juste faire de la musique. Moi, j'accompagne des artistes aussi, Red Cup Conseil, à développer leur stratégie de contenu et se développer artistiquement. Et aujourd'hui, on ne demande plus juste à un artiste de faire de la musique parce que c'est devenu très concurrentiel. Il y a un autre artiste qui va faire la même musique aussi bien, voire mieux. Qu'est-ce qui va faire la différence entre eux ? Je fais le tour de mon quartier à Bordeaux, je te sors 10 mecs, 10 meufs qui rappent bien, qui savent le faire, qui ont les bases techniques, la musique et tout, qui le font bien, qui sont capables de délivrer un produit de qualité nationale, musicalement. Qu'est-ce qui va faire la différence entre ces 10-là ? C'est l'à côté, c'est l'autour. Parce que l'idée du thème, c'était ça, en fait. Le prix de la réussite ou du succès, parce qu'on s'est rendu compte que maintenant, le talent ne suffisait pas. Et qu'il fallait forcément mettre de l'argent, comme Booba l'a énuméré tout à l'heure, que ce soit dans le sponsoring, les achats de vues. Parce que maintenant, c'est devenu monnaie courante, du coup. Alors attention, faisons la différence entre le marketing et l'achat de vues. Mais est-ce que l'achat de vues, ça fait pas partie d'une stratégie marketing, en fait ? C'est ça que je veux dire. On va se mentir autour de la table, il y en a, ça existe, tout ce que tu veux, mais faisons quand même la nuance entre le marketing digital et l'achat. Mais aujourd'hui, moi j'ai entendu que ça faisait partie du pack. Oui, mais ça se faisait déjà avant, pardon, excuse-moi de t'interrompre, mais ça se faisait déjà avant. Par exemple, j'avais entendu une anecdote comme ça en passant un peu dans les couloirs, même pour des gros artistes, parce que même pour des artistes, par exemple, je voudrais pas qu'on m'attaque en diffamation, mais certains artistes français hors rap, quand ça vendait des CD, ça prenait des sacs de CD à la Fnac et tout. Donc c'est l'équivalent de l'achat de vue, en fait. Donc ça s'est toujours fait, mais ça s'est muté et en fait c'est devenu, parce que aujourd'hui on est dans un monde où en fait
il y a plus tant d'intimité que ça en fait avec les réseaux machin, tout se sait. Et puis l'achat de vues aussi, c'est venu. Il y a eu le truc où c'est venu, parce que à un moment donné, on a commencé à s'intéresser à un truc où on s'intéressait pas avant, qui était les chiffres de vente. Est-ce qu'on s'y intéressait Le nombre pas de vues. avant Non, moi je m'en foutais. En vrai, je m'en fous toujours, même si mon rappeur il fait 20 vues, Non, vraiment, je l'aime bien, je vais continuer à le suivre. Mais après, ça c'est moi, c'est Mais mon avec cas le streaming, particulier. c'est vrai aussi. Il y a plein de gens, au contraire même, qui se gargarisent d'écouter des rappeurs Oui. que personne n'écoute. C'est même devenu... Ouais, mais ça Cool. c'est Ouais, ceux mais qui. c'est vrai qu'il y a eu un changement quand même. Moi, je me souviens à l'époque, avant de savoir que Gynéco avait vendu 1 million Ouais. ou de savoir Mhm. qu'Ayam avait fait Mhm. 1 million, C'est vrai. et je me suis jamais posé la question de savoir combien de disques vendait NTM, combien de disques avait vendu le ministère Hammer, combien de disques avait vendu un tel ou un tel. C'est vraiment le stream où quand tu arrives sur le limite tarif, tu vois d'abord les chiffres Oui. Ouais, Mhm. ouais. des artistes avant même de savoir leur catalogue, etc. Il Oui. faut faire voir tout pour Mm. voir le catalogue. Mm. Mais tu as déjà vu que les 5 derniers singles font tant de Exactement. streams. Mais après, Donc, même ça, c'est- un peu avant, parce qu'il y a eu juste un peu avant le débat du premier disque d'or en Indé, où on s'était jamais posé la question, Ouais. on s'est reposé la question 10 ans après. Mais dans le rap. t'imagines, si on doit parler Lunatic par exemple, avant ça, on n'en avait rien à faire de savoir qui Ouais, ouais. avait vendu. Alors c'est sympa de savoir que Rost avec CMP vendait un peu, voilà, c'était un peu sympa de savoir ça, mais d'un point de vue vraiment chiffre, c'est vraiment le streaming C'était qui a opaque. vraiment tout changé, tu vois. Maintenant, il y a Ventrap qui c'est te donne ça. les Qui te chiffres. donne les Vraiment chiffres. avant Ça, aussi. ça- et ça, c'est incroyable. Ça, c'est bien d'un côté parce que ça crée une émulation que moi j'aime bien, qui est une émulation un peu américaine. Quand tu voyais le Jay-Z sortir un album avec des stickers, ouais, on a vendu tant, Tant, machin. oui. Ou quand il a vendu 1 million d'albums à Samsung ou à d'autres opérateurs Mm. pour après dire ok, je suis Platinum avant même de sûr. sortir l'album. Mm. Ça, c'était incroyable. Mais est-ce que ça a amené quelque chose qui coûte justement un prix, comme on dit aujourd'hui dans l'émission, et qui oblige un artiste à d'abord même avoir un budget, avant même d'avoir l'idée d'un clip, avant même d'avoir l'idée d'un projet? Ouais, c'est quelque chose qui a aussi changé la donne. Mais ça a aussi créé pas mal de business, dont moi-même j'ai profité, parce que enfin, sur les gros labels aujourd'hui, faut pas s'étonner d'avoir 4 ou 5 agences qui vont travailler autour des gros labels, en marketing, en communication, en CM, etc. Donc oui, tout Puis a un le, prix. puis le gâteau est plus gros, donc il y a aussi plus de parts. Mais est-ce que tu peux percer sans oseille? Non. Sincèrement, je pense pas. Ah ouais. Direct, non. D'accord. Parce que c'est ça en fait. Parce Je suis d'accord. qu'avant, je pense qu'il y avait ce talent, et du coup, dès qu'on dénichait le talent. Tu penses? Mais pour moi, la question, elle est. Moi, je pense pas qu'il y avait Pour moi, qu'on la- était obligé. Parce que Est-ce qu'avant, on ne déclarait pas l'oseille? Ouais. Pour moi, peut-être aussi, peut-être la aussi, question, mais- elle va au-delà de ça. La C'est question certain. maintenant, c'est plus est-ce qu'on peut oui ou non, c'est qui investit l'oseille. Parce que dans le foot, tu peux pas non plus percer sans oseille, parce qu'il te faut un centre de formation, entraîner les petits tous les jours et tout. Sauf que c'est le club qui l'investit. Dans le rap, il y a une petite partie où peut-être au début, toi, tu investis de toi-même, et puis après, il y a des partenaires qui arrivent parce que tu as réussi à développer un modèle économique viable, ou en tout cas une forme de reconnaissance qui fait que les gens se disent qu'on pourra capitaliser dessus. Ok. Maintenant, ouais, c'est un marché concurrentiel, C'est donc tu vraiment dois t'investir comme de on dit, toi-même. c'est un sport de riche, le rap aujourd'hui. Non, mais Bah, clairement. oui, après, vas-y. Oui, pour moi, après, juste le rap, je pense pas, je pense que c'est de la manière globale pour tout business, parce que on parle de. Le rap est rentré dans une dynamique de business, puisqu'on est dans l'industrie musicale. Peu importe, en fait, tu auras toujours besoin d'argent pour pouvoir développer un business. Et l'artiste en lui-même est considéré comme étant un produit. Donc, à partir de ce moment-là, oui, effectivement, il te faudra de l'argent, il faut un investissement financier, en temps, en énergie, en équipe, en personne, pour permettre à ce qu'un artiste puisse. Soit il a eu un buzz et tu veux faire perdurer ce buzz, et à ce moment-là, oui, effectivement, tu vas rentrer, tu vas continuer à investir financièrement dessus et tu vas Sur l'achat de vie, faire un clip, on va etc. revenir sur la précision. Soit tu es dans une dynamique de développement d'artistes, et à ce moment-là, effectivement, oui, on va revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tu investis premièrement personnellement, tu as la chance de pouvoir signer avec une maison et tu avances. Donc pour moi, c'est pas tant. C'est pas que propre au rap de se dire que. Excuse-moi, c'est pas une tare de dire que dans le rap aujourd'hui, il faut de l'argent pour pouvoir réussir. non, Après, ça, Ouais, mais- pardon, ça dépend Avant- quel argent. Avant, en fait, avant le streaming, finalement, les maisons de disques te signaient. L'argent était sorti, mais quelque part, ils le reprenaient derrière. Donc, ça a toujours, il y a toujours eu cette question d'investissement. C'est juste que maintenant, les règles ont changé et que du coup, c'est peut-être à l'artiste qui ne veut peut-être aussi plus être signé par des grosses maisons de disques, etc. Parce qu'il y a des artistes qui refusent clairement et qui préfèrent rester indépendants, etc. Et donc qui doivent
au lieu d'avoir une avance, investir sur eux-mêmes à travers des personnes qui vont les accompagner et pour faire perdurer, comme tu le disais, parce que oui, tu peux avoir un buzz, mais si tu veux marquer les essais, pour moi, c'est comme tout en fait. Enfin, quelqu'un qui investit 3 ans de sa vie dans des études, c'est 3 ans de sa vie dans des études en fait. Ouais, pardon. Non, mais là où je voulais juste mettre un petit bémol, c'est que quand même la musique est devenue quelque chose par rapport à ce que tu disais. La musique est devenue quand même quelque chose d'assez unique. Et je le vois, moi, en ayant différents business, notamment dans les bouquins, dans les trucs un peu plus physiques. C'est-à-dire que pour avoir produit des artistes moi-même, le truc qui est assez incroyable dans ce business-là particulièrement, c'est qu'il faut tout le temps alimenter financièrement ton produit. Si on parle vraiment d'un produit, si on parle vraiment d'un marché. C'est-à-dire que moi, une fois que le livre de Taraji P. Henson, que je vois là, comment dire, est sorti, la Fnac en prend, les librairies en prend, et après j'ai une sorte pas d'immortalité, mais j'ai une sorte de... Ça roule en fait. Voilà, t'as un temps pour le rembourser, le rentabiliser, etc. etc. Et là, elle va sortir un film prochainement. Et ben, je me pose, je sais que j'ai des opérations à monter par rapport à ce film-là et qui vont relancer la machine. Les ventes. Dans la musique, tu peux en fait faire 4-5 clips sur un projet, alimenter tout ce qu'on vient de se dire, je vais pas me répéter, les agences, etc., les clips. Et une fois que ce titre est sorti, tu vois les 500 000 millions d'auditeurs que tu as réussi à capter. Si tu ne mets pas de l'argent par différentes manières dans la machine, tu vois ces auditeurs-là disparaître. Et ça, réellement, c'est quelque chose quand même qui est assez particulier en termes de business. Lorsque tu as un restaurant, tu lances ton restaurant, tu le lances, et puis même tu peux faire même des franchises, etc. Mais tu n'es pas constamment, à ce niveau-là, obligé de relancer la machine à chaque fois pour que la machine soit un minimum durable. Là, aujourd'hui, chaque vendredi, c'est comme si chaque vendredi, tu avais 10 restaurants qui ouvraient en face de toi. Oui, c'est grave ça. La comparaison que tu as faite, j'ai jamais pensé. Et moi, je l'ai vraiment vu parce que justement, je suis passé d'artiste, je suis passé de prestataire à producteur à un créateur d'entreprise dans un autre domaine. Et j'ai fait un peu les trois en même temps, etc. Et je vais continuer de faire les trois en même temps via mes différentes structures. Et en fait, je me rends compte à quel point il faut des efforts, même pas pour rentabiliser un album, mais juste pour exister. C'est ça aujourd'hui qui est assez paradoxal. Juste pour exister, c'est assez fou. C'est brillant. Et tu continues quand même? La musique? Ouais. En tant que producteur, franchement, sur 2023, j'ai sorti un projet en mars. Et là, justement, je vais me remettre en 2024 sur différents autres projets. Mais j'ai eu un temps de réflexion parce que justement, en tant que chef d'entreprise, je me suis rendu compte que je sors le bouquin de Rick Ross. On fait un investissement concret qui est la traduction, l'impression et un peu de promo parce que c'est nécessaire. Mais après, en fait, on a une vraie rentabilité limite à l'année, quoi. C'est-à-dire que là, Rick Ross, entre guillemets, je suis même plus obligé d'en parler. La Fnac, les distributeurs, etc. en prennent, ça s'alimente seul en fait via le bouche à oreille, etc. Dans la musique, l'album que j'ai sorti en mars aujourd'hui, sans nouveau clip, mais vraiment n'existe plus. Alors après, quand je n'existe plus, c'est parce que j'ai une haute exigence. Il y a encore des streams, il y a encore des choses qui se passent, etc. Mais en vrai, le gap, il est incroyable. Là, ils vont tous se mettre à écrire, là. Oui, il faut occuper, il y a une espèce d'occupation de l'espace qu'il faut avoir aujourd'hui dans la musique avec le stream, et aussi, comme tu disais, par rapport au vendredi, justement, c'est comme si tu avais 10 restos mais en fait, on tombe sur même des vendredis, il y a eu des années où tu avais je sais pas, 30 projets qui sortaient, enfin, c'est quelque chose de... Et après, en plus, comme tu dis, il faut continuer à alimenter cette chose-là, donc en clip, je sais pas, en opération, en sponsoring de story, de machin. C'est vrai que en fait, au final, avec ce que tu dis, c'est qu'on a l'impression que tout le temps, faut avoir une pièce à mettre dans le jukebox. Tout le temps. Si t'as pas les pièces, en fait, mais ça, c'est une fois que t'as installé. Mais j'ai l'impression que quand même, quand un artiste commence, enfin, aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, avec Internet, tout ça, machin, même se prendre un micro, c'est pas très cher pour s'enregistrer. Enfin, on peut commencer à une petite échelle.
échelle. Après, je pense, c'est quand on step up, quand on passe un espèce de fossé, où là, ouais, c'est la pièce dans le jukebox tout le temps. Et après, ça va aussi dépendre de la stratégie des artistes. Est-ce que stratégiquement, PNL aujourd'hui, ils ont besoin de mettre des pièces encore dans le jukebox de ce qu'ils font? Ils en ont mis tellement. En fait, c'est ça. C'est ça, ils ont investi au début. C'est ça l'idée. En fait, pour moi, la distinction, elle est là et c'était important de la faire sur les artistes en développement. J'en vois beaucoup, je travaille beaucoup avec eux et justement PNL, ils sont là. Moi, j'ai des artistes qui arrivent et qui me disent non, t'inquiète, moi, je vais pas montrer, je vais pas faire d'interview, le truc que tu me proposes, la stratégie de Mais t'es pas PNL, t'as envie de leur dire. PNL, on va se le dire, on se le dit, les yeux dans les yeux. Il y a les grands du quartier qui leur ont dit le budget, il est limité. Est-ce que toi, c'est ton cas, jeune artiste qui vient de me voir? Non. Et puis, non, mais au-delà du budget limité, surtout, il y a eu des idées extraordinaires. Oui. Non, mais c'est-à-dire que tu vois, budget c'est ça le limité truc. avec des bonnes idées. C'est ça le truc. Et derrière, ce que ça veut dire, c'est que toi, le budget illimité, tu l'as pas. Pour l'instant, tu l'as pas. Et les idées non plus. Mais les idées, voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux avoir les idées? Moi, mon travail, quand je te prends artiste en développement tout petit comme ça pour amener sur des plus grosses structures comme celle d'Alexis ou d'autres, c'est de te dire, pour l'instant, tu n'as pas un budget suffisant pour qu'on n'ait pas d'idées. Donc, ayons des idées, ayons quelque chose de cohérent de ta musique, à ta manière de te présenter sur les réseaux, apparaît un peu partout, essaye d'aller prendre la lumière où tu peux la prendre avec une cohérence et que les gens puissent identifier ce que tu fais. Derrière, le budget, il va arriver. Mais ça part toujours d'une proposition artistique au sens large, donc ce que tu fais en termes d'image, ce que tu fais sur tes réseaux, etc., qui fait qu'il y a des gens qui se disent « Ok, on va miser sur cette personne parce qu'avec le même budget, on a quelqu'un qui sera capable de mieux le rentabiliser parce qu'il a des bonnes idées et une cohérence artistique. Un projet viable. C'est juste à dire qu'en France, on a du pétrole, mais on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Alexis, Ou on va le piquer ailleurs. moi, je t'ai connu, C'est surtout ça. je t'ai connu en tant qu'attaché de presse, je crois. Ouais. Enfin, une agence. Une agence, ouais, du coup, parce que Ouais. qui représentait C'est ça. l'agence. C'était au maximum. Au maximum, maximum, ouais, c'est ça, ouais. exactement. Tu m'as envoyé un C'était nombre de avec mails Cal- incalculable. Je sais pas si c'était C'était Kalash. vrai. C'était pas Kalash, je sais pas. On a bossé avec énormément d'artistes, Ouais, je donc crois que c'était ouais. T'en as eu du monde. Exactement. Hein. Et après, on a monté d'autres agences dans d'autres styles de musique, dans la pop, C'est dans vrai, les parce musiques que je t'ai dit à afro-caribéennes. plusieurs reprises. Mhm. Toi, c'était quoi les conseils que tu donnais du coup à ces artistes qui venaient te voir à cette Moi, époque? ma stratégie a toujours été la même avec les artistes. C'est-à-dire, j'ai toujours beaucoup écouté les artistes. Tu vois, vraiment, ça a toujours été. Moi, je pense que c'est le problème aujourd'hui qu'ont les grandes maisons de disques. C'est-à-dire que lorsqu'elles voient les artistes, en fait, elles ne les écoutent pas assez. Et on veut créer quelque chose, on veut les mettre dans des cases, on veut les faire des choses. Alors avant, ça avait du sens parce que il y avait tellement de. Quand je dis avant, c'était vraiment à l'époque CD, etc. Il y avait tellement de risques quand tu prenais un artiste qu'il fallait un peu pas le modeler, ouais, mais il le fallait guider pousser vraiment. dans une direction. Voilà, parce qu'il y avait vraiment un vrai gap entre être signé et ne pas être signé. Aujourd'hui, en fait, les artistes aujourd'hui sont nés avec des téléphones, sont inventifs, créent des choses. Donc moi, par exemple, pour donner 2 exemples, je sais pas, la première fois que je vois Attic, en fait, il me fait découvrir une chaise pliante. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, j'ai 40 ans, je pense que quand je l'ai vu, j'avais 35 ans, je n'avais pas fait attention que la chaise pliante était l'accessoire des mecs de... Eh, Decathlon, ils disent merci à la street pour les ventes de gestes clients. C'était pas dans mon radar que voilà, mais il m'explique, voilà, mon disque va s'appeler, enfin mon premier projet va s'appeler chaise pliante, mes freestyles, etc. Et en fait, moi, je lui ai pas dit, ouais, mais je suis une agence, j'ai bossé avec un tel, ton truc, ça marchera pas. Je lui ai dit, ok, laisse-moi réfléchir à un truc, et par rapport à ce que tu veux faire, à nous trouver quelque chose pour amener le truc plus loin. Et donc, ce qu'on a fait, comme tu l'as dit, on a été à Decathlon, on a acheté des chaises pliantes, et en fait, on a envoyé ces chaises pliantes-là à Fred, à Mehdi, à tout ça, avec un mot d'Attic, disant, voilà, tu me connais pas. Il n'est pas sorti de truc, il n'est pas encore fait valider, etc. Voilà, tu me connais pas, je t'envoie une chaise pliante, mon projet s'appelle chaise pliante, donc pose-toi à 18h sur la chaise que je t'ai envoyée, mets-toi devant ton ordi et regarde mon nouveau clip. Non. Et ça nous a coûté le prix de 20 chaises pliantes, tu vois. Donc, Le prix de la chaise pliante, c'est moins de 15 balles. Voilà, En plus. ouais, tu comptes ça, tu comptes bien les sûr. envois et tu comptes les bonnes idées qui ont fait que, et après on avait des photos de Fred, de Mehdi, des journalistes, etc., qui ont balancé ces trucs. Et pareil, la première fois que je vois Joker, il me dit, ouais, Alexis, on s'est déjà croisé plusieurs fois, enfin j'avais déjà vu plusieurs fois, notamment en soirée, et il me dit, ouais, voilà, on se connaît, tout ça, mais sache que moi, que ça soit en solo ou avec la MZ, j'ai déjà tout fait. Et en fait, je veux pas y aller. Ça c'était ma première interaction de taf en tant qu'agence d'attaché de presse de communication avec un artiste avec lequel je voulais bosser.
moi, tout ce que tu vas me proposer, je veux pas y aller parce que j'ai déjà fait. Et en vrai, c'est pas du tout hautain. Il me dit ça vraiment de manière objective. Et en fait, quand tu regardes son dossier de presse, c'est vrai qu'il avait déjà tout fait, en fait. Et donc, je lui dis, bah, tu sais quoi, je t'écoute. Et puisque tu veux pas y aller, eh ben, nous, on va les faire venir. Et en fait, on a organisé un truc où on avait appelé tous les médias importants de la place, on les a fait venir dans un contexte comme un peu une sorte de conférence de presse, tu vois, mais organisé un peu 2.0. Et il y avait un interview où tu avais tout un représentant de chaque média qui était là pour faire l'interview de Joker. Et donc, ça avait fait une vidéo d'ailleurs qui avait créé plein de polémiques par rapport au fait que les gens étaient venus, etc. Est-ce que c'était payé, pas payé, enfin voilà, c'était assez intéressant. Et en fait, c'est toujours ça a toujours été d'écouter les artistes. Quand je bosse avec Bilal Hassani, au moment où je bosse avec lui, c'est quelqu'un que je connais pas son monde, je connais pas son délire, mais au moment où je bosse avec lui, je lui dis, je vais t'écouter, je vais découvrir ton monde, et l'Eurovision, on va y aller en fait. Parce qu'en fait, nous, on est des psychos d'un point de vue de l'organisation et de ce qu'on veut mettre en place. Et quand je lui ai dit ça, au final, on a été à l'Eurovision alors qu'on était, tu vois, juste lui et sa mère et nous, quoi. Mais dans ce que tu dis, il y a un truc hyper intéressant, c'est que souvent, les gens, quand tu leur dis, il y a des agences qui gravitent autour des labels et tout, il y a la réalité du Google Ads qui est différent de l'achat de vues, mais qui va avoir quand même le résultat que tu vas multiplier ta visibilité et tes vues grâce à Google Ads légalement, parce que YouTube va te mettre en avant. Les gens pensent que c'est uniquement ça le nerf de la guerre. Non, ouais. Tu vois Ouais. Et en fait, ça, sans la bonne idée derrière, Ça n'a aucun intérêt. sans la cohérence artistique sur l'ensemble du projet, allez-y, investissez de l'oseille, vous en aurez jamais plus que Nino, jamais plus que PNL. Et est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas revenu un peu à ce qui se faisait avant, c'est-à-dire, comment dire, la proximité avec son public? Parce qu'on se rend compte que les réseaux sociaux, il y a le revers de la médaille, mais il y a aussi les bénéfices des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'es plus forcément obligé de passer par Skyrock ou les gros médias dont j'ai parlé. Aujourd'hui, maintenant, tu as ta fanbase, tu peux vivre avec. Et tu peux être ton propre média. Tu peux être ton propre média. Et du coup, aujourd'hui, par exemple, hier, moi, j'étais avec des jeunes de Massy, là où je travaille, aller voir le théâtre de Kerry James, tu vois, à huis clos. Du coup, on est allé. Kerry, on s'est contacté il y a peu, il m'a contacté, tout ça, j'ai envoyé un message, j'ai dit, je vais venir avec des jeunes, tout. Et lui, je sais qu'il se faisait pour lui, c'était important de voir ces jeunes. Ouais. C'était important. Une joie. Du coup, il est venu, il m'a dit, c'est quoi, je vais réserver une salle. Il m'a dit, ils sont combien? J'ai dit, ils sont 50. Il m'a dit, vas-y, je vais réserver une salle. Donc, du coup, après son concert, mais son théâtre, sa pièce de théâtre, il est venu, il a réservé une salle pour les 50 jeunes, et il est venu les voir. Tu vois, discuter un peu avec eux, tu vois, même, avoir le ressenti, tout. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est important de revenir à l'ancienne, c'est-à-dire d'être proche de sa niche, tu vois, parce qu'aujourd'hui, on est là, en fait. C'est des niches, tu vois, et je me dis que, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est pas nécessaire de revenir à... Vas-y, au lieu de faire l'artiste, genre, je ne côtoie pas les gens, je fais le mec super rare. En tout cas, pour certains, je reviens à la base. Ça va dépendre de la stratégie et du modèle des uns et des autres. Il y en a qu'on croisera jamais, qui n'auront pas à vendre des t-shirts à la sortie. Et il y en a qui aiment bien aussi, je pense, croiser leur public. Mais c'est comme pour le merch après. Enfin, on voit beaucoup d'artistes après leur concert se mettre là, parler avec leur public. Aussi, il y a un côté pécunier, vendre des t-shirts, parce que le merch aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très, très important, en fait, mine de rien. Est-ce que c'est pas une de vos idées, ça aussi, messieurs? Mais après, moi, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée, parce que ça a aussi comblé le fait que le streaming, ça rémunère pas tant que ça. En fait, c'est la guerre du streaming, mais c'est une guerre qui sert pas à grand chose, parce que pécuniairement parlant, c'est pas ouf non plus. Mais le merch, je pense que ça permet déjà de se créer une communauté, des communautés solides. Il y a des artistes qui n'ont pas besoin non plus de remplir 1 milliard de Bercy ou quoi, qui ont leur communauté, qui sont hyper présents, qui arrivent à leur vendre des vinyles, des CD, du merch, et ils s'en sortent très bien avec ce modèle économique là aussi. Et il y en a qui, en se faisant plus rares,
Bah typiquement c'est l'exemple PNL, mais il y a qu'un exemple, c'est toujours ça, c'est que sur ce truc de rareté il y a vraiment qu'un exemple, ou peut-être La Fève aujourd'hui qui est un peu sur ce truc là parce qu'il fait pas d'interview, voilà, après il est encore La Fève, on peut dire que c'est encore en développement, et donc voilà, ils sont pas énormément, mais c'est vrai qu'il faut quand même, moi je pense, comme pour revenir à ce que disait Booba, c'est vrai qu'il y a un moment, ça dépend où vous vous situez là-dedans, mais oui, faut être proche aussi de son public, parce que c'est quelque part eux qui aussi, c'est le public qui fait que tu vas pouvoir remplir un Bercy ou pas. Après c'est pas au public de faire ta musique non plus, hein. Attention, ça c'est toujours au choix des artistes, mais je pense que ouais, c'est important de se rapprocher, en tout cas du moins de sa communauté, sans être communautariste, hein, mais c'est juste que c'est important de se rapprocher aussi de ceux qui aiment ta musique, de ceux qui te suivent depuis longtemps. Parce qu'en fait, ce concept de la rareté, c'est... En tout cas, en France, j'ai l'impression que c'est Mylène Farmer qui l'a emmené, ce concept-là. Mais Mylène Farmer a transformé la musique française de fond en comble. PNL, pour moi, n'existe pas sans Mylène Farmer sur ce modèle-là. Voilà. Je l'expliquerai pas. J'aurai une autre émission pour l'expliquer. Non, mais oui, parce qu'elle s'est fait rare. Elle faisait pas d'interview, machin. Enfin, c'est très que les clips de Mylène Farmer. Pour moi, les clips de PNL, c'est ouais, le modèle. C'est des genres de films. Ouais, c'est incroyable. Mais le... Oui, ouais, en fait, c'était juste par rapport à avant où les artistes étaient souvent soutenus, enfin signés quand ils étaient signés, parce qu'il y a plein d'artistes qui n'étaient pas signés, mais pour ceux qui étaient signés, ils étaient quand même du coup entourés. Il y avait tous ces gens qui s'occupaient de ce dont ils doivent s'occuper aujourd'hui, c'est-à-dire la com, etc., etc., etc. Et la question, est-ce que la réussite a un prix ? Enfin, il y a quand même plein d'artistes aujourd'hui qui se crament d'épuisement moral. Il y en a qui se sont malheureusement foutus en l'air aussi. Il y a un gros sujet de santé mentale. Oui, mais parce que en fait, tu dois tout faire, tu dois t'exposer tout le temps, c'est épuisant, tu dois créer, tu dois aller sur scène, tu dois... des fois c'est démentiel. Enfin, je comprends qu'il y en ait qui pètent un câble en fait, parce que ce qu'on demande à un artiste aujourd'hui, c'est d'être tout. Multifonction. Il y a une phase de Nino qui en fait, quand il réfléchit dans Tout en Gucci, il rentre en disant il n'y aura plus jamais d'anonymat, même si je dépose le tablier. Ouais. C'est d'une tristesse en vrai. Il n'y aura plus jamais d'anonymat. C'est-à-dire, je ne serai plus jamais. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais bien sûr, je le plains pas, ça va. Ouais, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que même là-bas, on cherche ça aussi, tu vois. Non, mais évidemment. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut assumer les conséquences, mais c'est ce que tu disais en préambule, assumer les conséquences de ce qu'on cherche, mais tout le monde n'est pas toujours au courant. Il faut l'être, et c'est à nous aussi. C'est pour ça qu'il faut regarder la récré, on en parle souvent. Non, mais tu vois, c'est aussi le travail. Bah, vas-y, dis-le. Non, enfin, ce que je veux dire, c'est aussi une question de sensibilité. Il y en a qui sont prêts au succès, et quand tu y arrives, quand t'es tout en... On en a déjà parlé aussi, hein, la pression que tu te prends, c'est pas du tout la même quand il y a, je sais pas, 10 millions de personnes qui regardent ta story ou quand il y en a 10. C'est clair. Et du coup, et aussi, on parlait, enfin, ça n'a peut-être pas changé, mais avant, c'était un album tous les ans ou tous les 2 ans. Tu signais pour 5. Tu signais pour un certain nombre de temps. Maintenant, c'est il faut enchaîner les dates parce qu'il faut remplir un maximum, gagner le plus d'oseille en moins de temps possible. Et ça aussi, ça a cramé les artistes. Hein. Je parle pas que des réseaux sociaux, mais c'est la consommation de la musique. Et c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure. C'est-à-dire, tu dois toujours remettre un jeton dans la machine. Parce que moi, j'adore telle chanteuse ou tel rappeur. Le vendredi d'après, je découvre cette meuf et j'entends ce rappeur. Et du coup, je vais l'écouter à fond. Et ça va tellement vite que tu as oublié l'autre. C'est pas que tu l'aimes plus, c'est juste que tu l'as oublié. En fait. Parce qu'il y a il y a un volume en fait, ce qui avait peut-être pas avant, et c'est ça aussi cadré, c'est peut-être ça aussi, parce qu'on a abordé quand même la santé mentale et le succès, enfin le prix aussi, peut-être c'est pas le prix pécunier, mais le prix du succès aussi, il faut le dire, c'est aussi la santé mentale. Aujourd'hui, je pense que déjà t'es confronté au réseau, ça peut détruire en vrai, hein. Enfin, c'est pas toujours la fête, les réseaux, tout le monde ne t'aime pas, et à partir du moment où t'es exposé, il y a ceux qui t'apprécient et il y a ceux qui dorment sur toi, les haters. Big up aux haters d'ailleurs. Bisous. Je voulais juste dire par rapport à ce que tu disais, aujourd'hui on a 120 000 titres par jour qui arrivent sur Spotify. Ouais, 120 000 titres. Donc t'imagines, tous les jours tu as 120 000 titres. Toi, en tant qu'artiste, que tu sois en développement ou confirmé, il faut que tu puisses exister dans cet océan de titres qui arrive chaque jour. C'est même pas tous les vendredis, c'est chaque jour. C'est chaque jour. Oh my God.
Ouais. C'est chaque jour. Et puis- Donc, et c'est là où effectivement le marketing prend toute sa place parce Ouais. qu'effectivement, toute cette partie d'industrie a changé la donne. Et ça fait partie des sacrifices de ce que tu disais, la santé mentale, le fait de pouvoir, si on fait même l'analogie avec un footballeur, dès tout petit, tu quittes ta famille pour pouvoir aller dans un centre de formation, pour pouvoir monter en compétences. Bah aussi, tout ça sont des sacrifices Oui. que les artistes doivent prendre conscience, qu'en fait, vous rentrez dans une dynamique où vous n'êtes vraiment pas tout seul et vous avez une concurrence qui est énormément accrue dans cette industrie. Et je te rejoins complètement, Alexis, quand tu dis qu'une fois que tu rentres dedans, bah, tu mets une pièce dedans et en fait, tu ne peux plus t'arrêter en fait. Et ça, c'est bon pour vous. Ne jamais oublier. Ça, c'est bon pour toi. Mais oui, en toute transparence, c'est Avec bon les pour nous. studios, C'est ouais. par rapport au business qu'on a, mais il faut que les artistes soient conscients. C'est-à-dire qu'une fois que tu es dedans, que tu sois un indé ou que tu sois accompagné d'une major ou autre, ça fait partie du Vous êtes pire game. que tabac. En fait. Non, mais attends, mais moi- C'est pas nous qui l'avons créé pour le coup. Ouais, de ouf. Faut dire Mais- ça à Facebook et autres. Je te jure. Mais au-delà de ça, tu disais, c'est pour ça qu'il faut regarder la récré pour être au courant de ça et tout. Mais en tant que structure accompagnante, je parle de nous, des labels et tout, on se parlait de la question de la santé mentale, il faut la mettre sur la table, cette question-là. Est-ce qu'il y a, enfin moi je Une réponds structure par qui oui, gère ça. est-ce qu'il y a pas une nécessité maintenant à ce que dans les labels, dans les structures d'accompagnement, les structures de conseil, etc., on prenne conscience de ce volet-là, que l'artiste avec lequel on travaille, c'est un humain derrière. On va lui demander des choses, mais il faut qu'on lui fasse prendre conscience aussi de à quoi il s'expose. Après, c'est Mackenzie, tu vois. C'est quelqu'un, j'avais l'impression que quelqu'un comme Gynéco n'aurait pas pu exister sans Mackenzie, tu vois. Quelqu'un comme, enfin, des gens comme les ministères Hammer n'auraient pas pu être structurés, n'auraient pas pu être mis en avant de telle manière, de telle manière. Pareil pour un Seb Faran avec NTM, pareil. Enfin, tu vois, il y a plein de gens comme ça qui ont été des grands noms de la gestion d'artistes. Et c'est peut-être ça aussi qui manque aujourd'hui. C'est-à-dire que d'un côté, les maisons de disques n'ont plus le temps de gérer autant de flux pour chaque artiste parce que justement, il y a 120 000 morceaux qui sortent par jour. Et d'un autre côté, peut-être que les artistes indépendants aussi s'entourent à un moment donné mal de personnes qui ne... Parce que c'est dur aujourd'hui de parler à un artiste, tu vois, avec justement tout ce qui se prend de bon, de mauvais. Et c'est dur de rester manager longtemps d'un artiste, tu vois. Donc, il faudrait aussi avoir de meilleures personnes à ce niveau-là. Très intéressant ce que vous dites, mais on arrive sur la fin. Ouais. On constate aussi vraiment rapidement que les anciennes gloires en France, à l'image un peu de ce qui se passe aux États-Unis avec ce que tu fais avec les livres de Rick Ross, les livres de 50 Cent, on se rend compte que quelqu'un comme Calbo, aujourd'hui, il va te sortir un livre, même quelqu'un comme Manu Chao, et derrière, il va y apporter une espèce d'EP. Ça va être un espèce de prétexte aussi pour faire de la musique, mais que la communication est différente, tu vois. Pas forcément comme celle de ceux qui sont au devant de la scène, tu vois. Et comme je disais encore une fois, à l'image des anciennes gloires aux États-Unis, tu vois, Rick Ross, il est plus au devant de la scène. Donc, à un moment donné, est-ce que c'est ça l'étape d'après, quelque part, hormis le fait de faire des films? Parce que aussi, on sait que beaucoup d'artistes, l'étape d'après, c'est devenir acteur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas aussi l'étape d'après, c'est de sortir des livres et voire sortir un espèce d'EP ou un espèce d'album qui accompagne ce même livre? Moi, perso, j'ai compris ma vie et la manière dont j'ai changé constamment de choses, enfin, la manière dont j'ai lancé de nouveaux projets constamment en lisant le livre de 50 Cent. À un moment, il dit qu'il a bien compris avec la partie musicale que chaque album qu'il sortait vendait de moins en moins parce que son public de base voulait quelqu'un d'écorché, tu vois, qui s'était pris 9 balles, qui était signé par Eminem et Dr. Dre, etc. Et au fur et à mesure, allait vers d'autres artistes. Et il s'est dit, mais aujourd'hui, où sont les gens qui m'aiment, en fait? Et les gens qui m'aiment, pour faire la comparaison, ne sont plus in da club, tu vois, pour reprendre son morceau. Ils sont en fait chez eux, parfois avec des enfants, mais en tout cas en couple, tu vois, souvent, et donc ils sont devant la télé, en fait. Et tout ce qu'il fait aujourd'hui, avec Power, avec ses séries, etc., c'est exactement cette réflexion-là qu'il a eue. C'est-à-dire qu'il est passé de l'artiste musicien à l'entrepreneur cinématographique, mais quand tu regardes Power et quand tu regardes les séries, ce ne sont rien d'autre que des albums de 50 Cent. Oui, ouais, non, mais c'est la vérité. C'est lui qui alimente les BO. Il se raconte, quoi. Il y a tout. Exactement. Et c'est exactement, moi, en fait, quand j'ai lu ça, je me suis vachement reconnu là-dedans parce que de 20 à 30 ans, j'ai fait danser, enfin, même pas avant, je les ai habillés, mais de 20 à 30 ans, j'ai fait danser les gens.
Puis après, Oh je me oui. suis un peu plus posé de 30 à 40 dans un truc musical qui était plus entrepreneuriat musical parce que j'étais justement de cette génération-là, de la génération stream directement. Et puis après, derrière, aujourd'hui, je vais plus être la personne qui va dire, ça je laisse à mes associés, tu vois, mais je vais plus la personne qui va dire à un gars de 18 ans, ouais, fais un TikTok, fais ci, fais ça, fais une transition, etc. Je vais plus être justement celui qui doit amener, justement, comme tu l'as dit, avec Rick Ross, avec Issa, le savoir et poser des choses pour le futur. Aujourd'hui, je pense que c'est mon rôle par rapport aux générations qui arrivent derrière. Et je pense que, comme tu l'as dit, l'idée, c'est justement de s'écouter. Et moi, un gars comme Manouké, que j'ai toujours vu, c'est limite l'un des, je pense même, hein, franchement, si je me trompe pas, mais c'est l'un des premiers artistes que j'ai vu dans un clip à la télé, artistes français indé, ils avaient des tenues un peu flashy dans ce clip, je me souviens de ça. Et tu vois, c'est l'un, Maintenant ou jamais. voilà, bah tu vois, c'est l'un des premiers que j'ai vu vraiment sur M6, vraiment, tu vois, voilà. Et aujourd'hui qui raconte ce parcours-là, en plus il a fait sa transition vers le basket, etc. Ouais. C'est super motivant, inspirant pour les générations d'après. Donc oui, il faut que cette passation se fasse, et c'est super important. Et puis pour appuyer ton propos, il y a Drake qui disait, tu sais, les gens ils demandent toujours à Drake de refaire Take Care, de refaire Nothing Was The Same et tout. Et il disait, cette musique-là, je peux la refaire. Je prends Forty, on refait les prods, machin et tout. Par contre, je pourrais jamais te réoffrir le moment où tu l'écoutais avec ta meuf de Oui, l'époque dans une voiture en fait, 2012, machin, c'est etc. ça, c'est qu'on est nostalgique par rapport à ces questions, c'est la nostalgie, mais en fait, ce qui est dans ton propos, ce qu'on comprend, Alexis, et ce qui est super bien aussi, c'est que, en fait, il faut évoluer aussi. C'est ça. Il faut évoluer parce que moi, personnellement, aujourd'hui, je veux pas le 50 de Get Rich or Die Trying. Pourquoi je voudrais ça, en fait? Pourquoi je lui souhaiterais ça? Ouais. C'est même pourquoi je lui souhaiterais ça, en fait. Que tu sors de l'hôpital, ou je veux pas le Kanye de College Dropout. Le gars, il venait de se faire péter les chicots dans un accident. Enfin, je n'ai pas envie que cette histoire se répète. Donc, forcément, si on est un peu, et si on veut du bien, si on est bienveillant par rapport à nos artistes, si au début ils ont commencé plutôt dans des contextes difficiles, on veut pas que ça on veut pas que ça continue, et c'est clairement, c'est peut-être que après il y a des choses qui sont qui seraient plutôt chiantes à raconter et chiantes à nous pour recevoir comme public. Pardon, ma langue a fourché, j'ai parlé un français sale, mais vous m'avez compris. Mais en fait, c'est ça, c'est dans cette idée de pérennisation et de quand même continuer d'être sur le devant. Bah, c'est ce que 50 fait, c'est ce que Rick Ross fait. Enfin, c'est grâce au genre de structure que t'as, en fait, c'est de continuer parce que ça reste de l'art. Écrire un bouquin, c'est de l'art quand même. Pour finir Faire une série, c'est de l'art. Enfin, Power. Les gars, parce qu'on doit libérer les studios. Ouais, exactement. Pour finir justement sur le rôle de l'artiste, tu as parlé de Kanye, donc avec toute la distance qu'on prend avec lui maintenant. Oh mais oui. Kanye, par exemple, c'est quelqu'un, il te vend une émotion avec une chaussure, comme il te la vend avec une musique, comme il te la vend avec un clip, avec un film. Le rôle de l'artiste, qu'il soit en développement ou même après, il est au-delà de la musique. C'est j'ai une émotion, je suis capable de la transmettre à travers un média. La musique, c'est technique ensuite. Ça soit par la musique, mais si j'acquiers une autre technique, j'arriverai à transmettre une émotion par autre chose. Et c'est ce que tu disais, Alexis, sur ton parcours. C'est qu'à travers ton parcours, tu as réussi à transmettre des émotions aux gens à travers plein de médias et de médiums différents. Et je pense que c'est ça qu'on doit viser à être quand on est artiste, pour à la fois sortir du lot, pour survivre aussi, et pour continuer à faire quelque chose de sain pour nous mentalement aussi. Qu'ils mettent des chaussures aussi. Pour finir. Mao, toujours 7-8. Cro, Josué, vous êtes des légendes à revenir. Mais ce monsieur est une légende Mm. d'aujourd'hui. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Waouh. Merci beaucoup. Et vu que 50 c'est ton gars, tu lui diras que. Depuis peu. Ouais, tu lui diras que Power, j'ai pas trop accroché, même si j'ai tout vu. Mais. Non, j'ai tout vu, mais non, je suis pas d'accord. Même le book avec. Comment ça s'appelle, Tommy, je suis pas d'accord. Mais, je suis pas d'accord, c'est mon avis. On refait une émission, on en parlera. Mais Raising Cannon, là. Ah. Ah non, il est chambé. Rien à dire. Mais c'est là où il est fort, c'est que ça, tu vois, t'es la cible. Parce que t'as connu ce truc-là et ça te fait. Voilà. Parce que c'est une narration Mais un peu comme voilà. les films mafia italiens. Ouais, Moi, je attends, kiffe ça, tu vois. Je comprends. Et tu diras à Rick Ross que son flow est beau. Il est beau. Voilà. Très bien, ok. Merci à vous. En tout cas, Le message est passé. Merci tout le monde. Et merci. Merci les invités. Merci Cool, pour l'invitation. Tu viens plus, toi, tu parles trop. Tu me fais faire des émissions de 3 heures. Sérieusement, merci, tu as apporté un bon mood dans ce game, donc c'est très Toujours. très lourd. Émis, on Merci regarde. Amy, on est trop Bien sûr. contente. Merci.
Parce que Amy aussi, c'est une légende. Hein. Bah oui. Tellement. C'est une légende forte. Ah oui. Nous, on a écouté la dame, là. Ouais. Oui, oui, oui. Clair. Big up Aïcha et Maxime. Ouais. Yes. Maxime, on est ensemble Au revoir. comme jamais, frère. Voilà, Aïcha, bah, c'est la frangine. Hein. Mhm. Et ben, on se dit bonne soirée, à bientôt. Hein. Suivez, cliquez. Hein. Bonne de. Bravo.